Après quasi 2 siècles d'absence, le castor a colonisé nos cours d'eau dans les années 2000. L'espèce s'est fortement développée et dispersée en Wallonie. En 2013, plus de 300 territoires sont recensés, soit environ 1200 à 1500 individus. La région wallonne décide alors d'effectuer un recensement. Bonjour à vous. Donc je suis Frédéric Raz et je suis bénévole dans la régionale Brabant-Wallon de Natagora. Il y a à peu près 2 ans, Natagora Brabant-Wallon a reçu une mission qui était de faire l'inventaire et le suivi de la présence du castor dans la province. Et donc je me suis porté volontaire pour faire cela et je fais la coordination donc de cet inventaire. Pourquoi cet inventaire dans le bassin d'Ilget? Le castor est une espèce protégée. Dans le langage européen, on appelle ça une espèce Natura 2000. Alors ici, en Brabant-Wallon, c'est intéressant de faire cet effort d'inventaire parce que c'est un endroit où le bâti est important. La présence humaine est importante. Le castor a un peu, parfois, du mal avec les riverains et les riverains ont parfois un peu de mal avec les castors. Donc c'est un endroit intéressant pour suivre. Comment fonctionnons-nous? Moi, je fais la coordination du groupe de travail castor dans Natagora Brabant-Wallon et puis je m'occupe évidemment du recensement dans ma propre commune, la commune de Lannes. Et puis j'ai 1 ou 2 contacts dans chaque commune du Brabant-Wallon qui suit la situation. Tout d'abord, il faut apprendre à mieux les connaître. Le castor, c'est le plus grand rongeur d'Europe. Au stade adulte, la taille du castor est en moyenne de 1,10 m à 1,20 m de long, dont 30 cm de queue. Son poids varie entre 18 à 30 kg. Le castor est essentiellement herbivore. Son régime alimentaire fluctue en fonction des saisons. Les quantités quotidiennes se situent aux environs de 2 kg. La longévité moyenne d'un castor est de 7 à 8 ans. Alors en ce qui concerne la présence du castor en Brabant-Wallon, il est présent essentiellement sur la Dyle et ses affluents. Il n'est pas présent sur le côté du bassin de la Seine, et il est à peine présent maintenant dans le bassin de la Gette. Il est présent sur la Dyle et sur certains de ses affluents presque jusqu'aux sources. Il faut savoir qu'il va s'établir dans des endroits où il va trouver 2 choses. Il va trouver un endroit pour faire son nid, sachant qu'il faut donc qu'il y ait une berge dans laquelle il puisse creuser et qu'il y ait une entrée inondée. Et l'entrée doit toujours être cachée dans l'eau, il ne veut pas que son entrée soit visible. Donc il faut qu'il y ait suffisamment d'eau et qu'il faut qu'il y ait cette berge. Il faut qu'il y ait aussi à manger. Il faut qu'il y ait donc de la végétation. Il faut qu'il y ait des arbres. Les populations de castors se développent à raison de 10 à 20% d'augmentation par an, jusqu'à la saturation des biotopes occupés. Alors ils auront bientôt un problème, parce que bientôt ça va être plein en Brabant-Wallon, et ils auront du mal à se trouver des territoires, mais ça c'est le problème des castors, c'est pas le nôtre. Les impacts du castor ne se limitent pas seulement à des abattages d'arbres ou des destructions de berges. Leurs dégâts sont parfois plus conséquents. Cela s'est passé le long de la Lanne à Renipon. Bon, nous sommes ici sur le site de Renipon à Lanne. Nous sommes sur les bords de la Lanne qui coule ici. Et c'est un site intéressant parce que le castor y a fait, il y a 1 an et demi, je pense, si je me souviens bien, un barrage qui se trouve juste ici et qui a eu pour conséquence de modifier fondamentalement la structure du site. C'est-à-dire que nous avions un site qui était entièrement boisé ici et du fait qu'il y a eu ce barrage qui a été fait, l'eau est montée et le site s'est très rapidement déboisé. Le barrage du castor était un frein pour l'écoulement de la Lanne et éviter les débordements et inondations en aval. C'était donc un impact positif. Et là, on a vu le castor partir suite à un problème que le castor a créé.
Il y a à droite de la lane, il y a une langue de terre et au-delà, il y a un étang, un grand étang. Et cet étang se trouve plus haut que la lane. Alors le castor, il avait fait son terrier en dessous de cette langue de terre, finalement, et avec une entrée dans la lane. Et puis un beau jour, le castor s'est dit ce serait quand même pas mal si j'avais aussi une entrée du côté de l'étang. Le problème, c'est que l'étang, il est plus haut que la lane, et qu'est-ce qui s'est passé? L'eau s'est engouffrée, il n'a pas utilisé cette double entrée de terrier et le terrier pour s'écouler dans la lane. On a un étang où il y a quelques canards, il y a des poissons, etc. Et puis il y a l'étang de la plage de Renipon, qui est un étang commercial, je dirais, puisqu'en été, l'étang est ouvert et les gens viennent nager, il y a une buvette, etc. Et quand l'eau a commencé à baisser, évidemment, c'était au mois de juin, en plus, si je me souviens bien, ça n'a pas été bon pour les activités commerciales à la plage de Renipon, et donc la propriétaire n'était pas contente du tout. C'est objectivement un des rares endroits où on peut dire oui, le castor a eu un impact négatif. Après avoir détruit son propre terrier, le castor a déménagé et s'est établi un peu plus loin, dans une zone boisée et traversée toujours par la lane. Au bout, il y a des champs, souvent inondés, car ce sont des zones humides, d'où la difficulté pour le fermier. Le fermier, quand même, il essaie de profiter de son champ et donc parfois il a des aventures avec le fait que la terre est trop boueuse et il n'arrive pas à faire son travail d'une manière très efficace. Après, il blâme le castor, mais honnêtement, c'est pas un endroit où le castor est responsable. Il ne faut pas toujours incriminer le castor quand il n'y est pour rien. Un second exemple de cohabitation difficile est celui de Chaumont-Gistoux. Une famille de castors s'est adaptée au milieu naturel à proximité d'un ancien moulin rénové. Monsieur Éric Chiliat, agent de la DNF et gardien de la réserve, est en contact permanent avec les riverains. Parmi les missions que le DNF a, il y a notamment la gestion des réserves naturelles domaniales. Ici, nous sommes dans... Ici, la famille de castors s'est installée dans le domaine de Ronvaux, traversé par le rit du Pré-Delcourt, un affluent du Train qui alimentait la roue du Vieux Moulin. Et depuis 3 ans maintenant, il y a probablement une famille qui se produit. Donc ce qui peut amener une population entre 6 et 8 individus, la cellule familiale. Le castor est protégé entièrement par des réglementations européennes, y compris son habitat, donc son barrage, ses huttes, etc. Et donc, avec le temps, le castor a construit un barrage qui a généré une dérivation du Rit et des écoulements inattendus dans l'habitation de M. Pépinster. Après quelques séances de concertation, l'intervention du DNF et de la commune ont permis de régler ce problème. La petite histoire, ici, nous on arrive à peu près 1 an après l'aboutissement d'une belle concertation qui a eu lieu entre la commune, le DNF et nous-mêmes. On était assez inquiets au départ de savoir les nuisances que pouvait apporter la présence du castor à peine 15 mètres en amont de chez nous. Même si on était très intéressé par sa présence. Et au début on a eu quelques écoulements qui nous inquiétaient et puis finalement avec l'aide de la commune, du DNF et notre réflexion et notre patience, on est arrivé à quelque chose, à quelques aménagements qui ont d'abord été tolérés par le castor, ce qui est toujours un gros enjeu, et puis en plus ont complètement supprimé les nuisances pour nous et donc la cohabitation se fait maintenant de façon tout à fait harmonieuse. Plus critique. Non, ce sera rien. C'est parce que tantôt je suis passé et j'ai vu que l'eau vers chez toi. On peut aussi prévoir des courants. La réserve se situe dans un étroit vallon sur quelques hectares
y est parsemé d'étangs et de zones humides. C'est un paradis pour le castor qui peut jouer un rôle important dans l'évolution du site. Voici quelques-uns de ses travaux. Donc ici c'est une des 3 ou 4 huttes de castor qui sont présentes sur le site. Et comme toutes les huttes de castor, l'entrée se trouve probablement en dessous des arbres dans l'eau. Un refuge au pied. Un refuge parmi tant d'autres. S'en sert-il réellement aujourd'hui? Fort probablement, puisque l'entrée est sous eau, et alors bon, ils ressortent de l'eau à l'intérieur et ils ont une pièce où ils sont à l'abri des prédateurs. Oui, c'est ça. Et les bois en fait servent de filtre à air, puisque l'air passe à travers tout et c'est comme ça qu'ils ont de l'air dans le pot. Une de ses attractions favorites est le toboggan. Grâce au castor, l'étang devient un lieu de rendez-vous pour toute la faune. La berge va être nettoyée pour redonner de la lumière à l'étang. Et alors à ce moment-là, petit à petit, on va remonter le niveau de l'eau. Et des plans d'assainissement bénéfiques pour les humains. Voilà un exemple de cohabitation durable. On aura donc fini cet inventaire dans 1 ou 2 mois et à ce moment-là, je passerai à l'étape suivante qui est de faire le suivi de tous les sites où des gens se sont plaints, à tort ou à raison. Parce qu'aujourd'hui, pour protéger le castor, on a un peu le problème que les gens se plaignent, mais on n'a pas vraiment une échelle des problèmes. Cette prochaine étape n'est réalisable qu'avec les partenaires suivants et le support local des communes. Pour l'inventaire, c'est surtout avec le contrat de rivière que nous travaillons, donc avec Jérémy Guillon que vous avez rencontré, parce que lui, il passe sa vie dans les rivières et les ruisseaux de la province, c'est son job, il fait ça tout le temps, donc lui, il est vraiment en première ligne pour identifier les présences de castors, et donc oui, on travaille énormément avec lui. Le DNF intervient plutôt quand il y a des plaintes. Il y a un certain nombre de situations où les riverains se plaignent. En tant que riverain, il y a des solutions pas trop difficiles à implanter et nous devons avoir ce dialogue avec les riverains et rassurer les riverains. Parce que je pense que la plupart des... Les humains supportent difficilement les changements de la vie. Pour une cohabitation possible, il faut un dialogue positif et quelques suggestions préventives. Les encadrements et supports de Natagora, la division Nature et Forêt, ainsi que le contrat rivière seront bénéfiques pour la réussite de cette mission.